s'appelle la finitude électrique. Qu'est-ce qui fait penser l'IA? Souvenir d'exposition. Il y a maintenant 10 ans, lors d'un séjour en Suisse, et c'était à l'occasion du décès de ma mère, j'ai vu une exposition rétrospective de Pierre Soulages à la Fondation Gianada dans la petite ville de Martigny. Expérience en partie ratée. Les salles d'exposition de la Fondation tiennent plus du bunker que de la galerie d'art. À l'exception cependant du vaste hall central, tout en hauteur et merveilleusement illuminé par un puits de lumière, où étaient exposés de part et d'autre deux immenses outres noires. Je rappelle brièvement que ces œuvres consistent en des toiles assez grandes, entièrement recouvertes de noir, et dont la matière travaillée attrape la lumière en ses aspérités et la restitue alors au regard. Nous sommes là à l'opposé du lys, dont Byung-Chul Han nous dit qu'il est le fil rouge de notre époque. Il incarne, continue-t-il, la société positive actuelle. Le lys ne blesse pas, il n'est le siège d'aucune résistance. C'est au like qu'il aspire. L'objet lisse élimine l'objection, toute forme de négativité est dissipée. On va se poser la question de la présence des bonhommes roses de Philippe Catherine actuellement, juste après la place des arts. Philippe Catherine développe le mignonisme. Il s'agit de prendre ce qui est mignon dans la vie pour se faire du bien. Annie Lebrun, quant à elle, se demande s'il faut vraiment rappeler que, je la cite, les totalitarismes du XXe siècle se sont tous signalés par un même goût invétéré pour une culture rayonnante du bonheur. Staline et Hitler étaient des joyeuderies en matière culturelle, et il n'est pas jusqu'à Tito qui, à la fin de sa vie, les condamnait tout ce qui lui paraissait trop sombre pour promouvoir, sinon ordonner, une littérature et une musique rose. TikTok, joyeux, positif, bienveillant, nous apprenait hier Laurence Gondin-Rodia. Assis, seul dans ce hall, face à ce monument pendant plus d'une heure, les yeux rivés sur le carré noir, et c'est arrivé, tout à coup, le tableau se met à vivre. La lumière jaillit de ce trou dans le réel. Le noir, bien loin de tout annihiler, de tout aplatir, de tout supprimer ou de tout avaler, produit de la lumière, effet magique, presque miraculeux, dialectique de la vie et de la mort, mise en toile, un tableau qui pense, dont l'image montre plus que ce qui est visible, qui ouvre sur autre chose que l'on pourrait appeler du sens. Une image dont le référent, la vie, la mort, les ténèbres et la lumière, le noir et le blanc, est notre humaine condition elle-même. Ce court récit ne prétend pas à l'analyse, il témoigne d'un événement finalement assez simple, celui que tout un chacun a vécu un jour ou l'autre face à une toile, un poème, un paysage, à une œuvre musicale. Mais pour que cela se produise, il m'a fallu des circonstances, il m'a fallu du temps, de la disponibilité pour voir cela que peut-être Soulages cherchait à indiquer, pour que mon regard s'imprègne suffisamment de l'image pour y voir un au-delà de la toile et de la peinture. Il m'a fallu aussi être là, dans le bunker tout croche de la Fondation Gianada, Martigny, 21 000 habitants, à une heure et à un jour où j'ai pu être seul, complètement seul dans le hall d'exposition pendant un moment. Les outres noirs ne peuvent être aisément reproduits ou diffusés. Une photo ou un fichier reste impuissant à répliquer l'effet que j'ai appelé dialectique de ces œuvres. Il faut la lumière et le regard et le mouvement de la lumière et le mouvement du regard. Il a peut-être aussi fallu l'étrange synchronicité d'une perte irrémédiable et d'une date d'exposition. La tristesse sourde qui m'habitait alors, cet instant de révélation, cette lumière d'une beauté miraculeuse, jaillissant tout à coup de la mort elle-même. Cet instant unique m'accompagnera jusqu'à ma propre mort. Toile unique, moment unique, lieu unique. Il y a là quelque chose comme cette aura dont parle Benjamin et dont il déplore, à raison, je crois, la disparition. Ancrage. Je ne suis pas un spécialiste de l'intelligence artificielle ou de la cybernétique. Je n'ai pas derrière moi un très bon travail théorique ou de réflexion sur la question. Je suis ici parce que j'ai coécrit avec Éric Martin un livre, Bienvenue dans la machine, qui tente un bilan et une projection de l'informatisation de l'époque, pas seulement la question de l'intelligence artificielle, sur fond de l'expérience de l'enseignement en ligne que nous avons été forcés de pratiquer lors des confinements imposés durant l'épidémie de Covid-19. Bien que terminé de rédiger avant l'explosion de ChatGPT en novembre 2022, une autre épidémie, nombre de nos réflexions ont hélas depuis
trouver confirmation. Nous entretenons, non sans une ironie parfois féroce, parfois mélancolique, une page Facebook de vigie. Il ne se passe pas une journée sans qu'une nouvelle à propos de l'informatisation de telle ou telle partie de la société ne surgisse. Par exemple, le 26 mars 2024, on annonce que Spotify offrira désormais des contenus d'enseignement. C'est pas très rassurant. C'est donc l'inquiétude face à cette mainmise des processus cybernétiques et de ceux qui en profitent sur l'ensemble des institutions et des relations sociales et humaines qui motive les quelques réflexions suivantes. Inquiétude de prof qui doit se retrouver dans une salle de classe, inquiétude de parents aussi. On a notamment pu assister depuis novembre 2022 à une prolifération d'images, de musique, de textes et même de recettes de cuisine produites tout ou partie par l'intelligence artificielle dans ce qu'il faut bien nommer ici une inédite colonisation du sensible et de l'imagination, pour reprendre les termes d'Annie Lebon. Une appropriation par les machines et par le capital qui les produit, les œuvres d'art. Que l'objectif de ces œuvres soit le divertissement ou relève d'une autre intention importe assez peu. Ce qui frappe, me frappe en tout cas, c'est la fascination que tout cela exerce sur nos contemporains. C'est la complaisance, l'indifférence avec laquelle nous accueillons ces productions comme si le fait qu'une œuvre soit produite par une machine ou par un humain était sans importance. Le domaine de la pensée n'échappe pas à la chose, le terme même d'intelligence artificielle l'indique assez. Alors les intérêts économiques, le capital, la recherche de la puissance, la volonté de contrôle jouent dans tout ça un rôle majeur, c'est évident et certain. Mais s'y joue aussi sur une autre scène et en même temps autre chose, et c'est ce que je vais essayer d'indiquer dans cette présentation. Intelligence artificielle. On peut dire, sans même trop forcer le trait, qu'il y a deux positions ou deux groupes de positions quant au jugement qu'on porte sur l'intelligence artificielle, pour et contre. Et ce qui peut, à mon sens, surprendre, c'est que les deux camps sont finalement assez d'accord sur un point. L'intelligence artificielle, ce n'est pas de la pensée, ni même de l'intelligence, il me semble que depuis hier, c'est ce qu'on n'arrête pas de dire. Du côté critique, bizarrement, on se veut plutôt rassurant. Ce n'est pas de la pensée ou ce n'est pas de la philosophie. Récemment, Raphaël Enthoven publiait un petit texte, L'esprit artificiel, une machine ne sera jamais philosophe. Besoin de lui pour le savoir. Du côté promotion, on veut éviter d'inquiéter. Ce n'est pas de la pensée, ce n'est pas de la création, donc tout va bien, la menace n'est pas grande, on ne remplace l'humain que dans des fonctions fastidieuses, la correction pour les profs par exemple, ce qui donnera plus de temps pour s'occuper des choses vraiment importantes, des vraies affaires. La pensée et la créativité humaine ne sont pas en danger, et l'IA qui pense pour vrai, ce n'est pas pour demain, ni même pour après-demain, malgré les fracassantes déclarations d'Elon Musk en mars dernier. Cet étrange accord me semble devoir faire question. Je vais juste parler un tout petit peu du terme d'intelligence de façon moins érudite que Baptiste Rapin tout à l'heure, mais un petit tour quand même. Le terme d'intelligence a une histoire pas facile, il occupe 3 colonnes de définition dans le Grand Robert. Parmi ces nombreuses significations, notons le sens philosophique qui distingue intelligence comme l'ensemble des fonctions concernant la connaissance et l'action éclairée par une spéculation préalable, de raison et d'entendement. Intelligence, nous dit le dictionnaire historique de la langue française, vient du latin intelligentsia, lui-même substantivé de intelligere, à l'origine choisir entre, et qui se rattache à la faculté de s'adapter à des situations nouvelles. Notons encore qu'Hannah Arendt, dans La vie de l'esprit, distingue l'intelligence qui renvoie à la vérité de la pensée qui renvoie au sens. J'y reviendrai. Je termine ces quelques considérations un peu terre à terre pour noter qu'en anglais, parce que c'est quand même de l'anglais que vient le terme, intelligence désigne aussi l'information fournie par un service de renseignement comme dans CIA, Central Intelligence Agency, ou MI6, Military Intelligence. En France, on parlait des renseignements généraux. L'intelligence artificielle, alors, prend un sens bien différent, mais pas tellement moins inquiétant. Elle ne serait rien de plus, mais rien de moins qu'un moyen de collecte, de rassemblement et de traitement de renseignements. Sur quoi, sur qui, à quel propos, dans quel but, au profit de qui. Pourtant, il me semble qu'on n'arrête pas de nous montrer, malgré les dénégations, que l'IA, c'est bien une forme de pensée, une forme de créativité, qu'elle peut accompagner et remplacer les êtres humains, y compris dans des fonctions de création.
Comment comprendre autrement, par exemple, et pour rester dans le domaine qui me concerne, l'injonction joyeusement lancée aux profs de l'utiliser pour créer des contenus, des plans de cours, pour se faire donner des idées, des exemples, des exercices, y compris par un organisme comme le Conseil supérieur de l'éducation. L'IA, on l'a aussi dit ces 2 jours, relève en réalité du calcul, d'un calcul qui est sans doute désormais dépasse de loin les capacités humaines, d'un calcul d'une finesse telle qu'il est capable de tout prédire, en tout cas tout ce qui est possible de prédire, au point où un Kasparov, lors de sa partie contre Deep Blue en 1997, s'y est bien trompé. C'est George Steiner qui rapporte ici. Dans la 5e partie, l'ordinateur joue un coup et Kasparov note dans son journal: l'ordinateur a cessé de calculer, il pense. Kasparov n'a pas compris le coup, c'était un coup fatal préparé à une profondeur insondable. L'ordinateur peut analyser 3 millions de possibilités par seconde. Il pense. 97. Il y a ici un problème. Si ce n'est pas en effet de la pensée, alors pourquoi ces injonctions à remplacer pensée et créativité par l'intelligence artificielle? Pourquoi cette extase devant des œuvres produites par l'intelligence artificielle? Hier, votre beau-fils qui voit ces sculptures produites par une intelligence artificielle, il y a quelque chose d'infiniment triste ici, je crois. Pourquoi un romancier ou un poète ou un scénariste voudrait écrire ces textes avec une intelligence artificielle? Pourquoi est-ce qu'on voudrait faire ça? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans? Les 2 positions mentionnées face à l'intelligence artificielle indiquent, il me semble, la même chose. L'intelligence artificielle n'est ni pensée ni création, mais elle les remplace néanmoins sans du reste qu'on puisse parler de quelque résistance que ce soit. Dans mon milieu, l'enseignement supérieur, c'est le problème de plagiat entre mes collègues. La plupart de ces derniers sont déjà, dans le meilleur des cas, et sauf exception, résignés à vivre avec, pendant que d'autres sont tout excités par les possibilités de la correction automatisée via l'IA et attendent avec impatience la belle mise au point à Montréal, au collège Sainte-Anne. On va pouvoir corriger les textes directement à l'ordinateur. Plus besoin de s'inquiéter de la langue, on se débarrasse de ça. L'autre chose qu'indique ce bel accord, et c'est là où je veux en venir, c'est qu'il y a, je crois, ici à l'œuvre un fantasme. Et que bien loin de se contenter, si j'ose dire, de remplacer l'intelligence par du calcul, ou la pensée par du calcul, je crois que ce qui est menacé, c'est le désir, c'est l'imaginaire, c'est le sensible. Et comme, à mon sens, pensée, imaginaire, désir sont à l'origine de la pensée, il y a quelque chose d'assez grave qui se passe. Ce que n'est pas l'intelligence artificielle. On note alors déjà que l'intelligence n'est pas de la pensée, elle n'est pas raison, elle n'est pas logos non plus. Je n'aurais évidemment pas le toupet d'affirmer que je sais ce que signifie penser, mais comme prof et comme prof de philo, je me pose à tout le moins la question de ce qui motive le penser. Dans un texte, à mon sens, remarquable et somme toute assez étrange, non dépourvu d'un étonnant long-termisme, si l'on peut penser sans le corps, Lyotard met en scène 2 personnages, lui et elle. Lui soutient que la seule grande question sérieuse à laquelle nous devrions, et vise en particulier les philosophes, donc la seule question sérieuse à laquelle nous devrions nous atteler est celle de l'extinction dans 4,5 milliards d'années du Soleil. Extinction qui est aussi inévitablement celle de la Terre, de l'humanité qui y vit. Si le Soleil disparaît, la pensée disparaît elle aussi. L'horizon de la pensée, dit-il, son orientation, la limite illimitée et la fin sans fin qu'elle suppose, c'est à l'expérience corporelle, sensible, sentimentale et cognitive d'un vivant très sophistiqué, mais terrien, que la pensée les emprunte et les doit. Pourtant, poursuit-lui, une solution à cette inéluctable extinction existe bel et bien. Simuler les conditions de la vie et de la pensée de telle sorte qu'une pensée matériellement possible après le changement d'état de matière qu'est le désastre. Tel est le seul enjeu des recherches technoscientifiques aujourd'hui dans tous les domaines, depuis la diététique, la macrophysiologie, la génétique, les tissus de synthèse, jusqu'à la physique des corpuscules, l'astrophysique, l'électronique, l'informatique et le nucléaire. Tout ceci afin, dit-il, de rendre possible une pensée sans corps qui persiste après la mort du corps humain. La réponse de elle commence par montrer que la pensée, l'écriture qui tente de l'exprimer est d'abord analogique, que bien loin d'avoir la netteté tranchante d'une correspondance parfaite avec ce qu'elle pense, elle désigne ce qui la dépasse, en même temps que cela même en quoi elle se produit. L'écriture, dit-elle, est pareillement plongée dans le champ des phrases, s'avançant par esquisse,
tâtonnant vers ce qu'elle veut dire et n'ignorant jamais quand elle s'arrête qu'elle ne fait que suspendre un instant son exploration. Elle souligne aussi qu'il y a une imbrication du penser et du souffrir. Le non-pensé fait mal parce qu'on est bien dans le déjà pensé. Et penser qui est accepté ce mal est aussi, pour le dire sommairement, tâcher d'en finir avec lui. C'est l'espoir que porte toute écriture, peinture, etc., qu'à la fin, ça ira mieux. Comme il n'y a pas de fin, l'espoir est illusoire. Eh bien, vos machines, il faudrait que le non-pensé leur fasse mal à leur mémoire, le non-inscrit qu'il reste à inscrire, comprenez-vous? Sinon, pourquoi s'y mettraient-elles à penser? Il faut des machines qui souffrent de l'encombrement de leur mémoire. Elle ajoute enfin, troisième objection, que le corps humain est sexué et que cette différence est à la base même de l'altérité, comme du désir, à la base de notre incomplétude radicale, non seulement des corps, mais des esprits. Plus encore, tout en affirmant ignorer cette différence à un statut ontologique, elle note que la différence sexuelle n'est pas seulement liée au corps qui éprouve son incomplétude, mais au corps inconscient ou à l'inconscient comme corps. Cette incomplétude produit la souffrance de l'impossibilité d'unifier et déterminer complètement l'objet en vue. L'idée même d'une pensée désincarnée implique le rejet du corps comme étant quantité négligeable, le corps non seulement comme lieu originaire du désir et de la vulnérabilité, mais encore lieu de l'enfance et de tout ce qui nous hante, souvent à notre insu. Penser et créer, pourrait-on dire, prend naissance dans ce qui n'est pas déjà là, dans l'inquiétude et l'émerveillement, l'insatisfaction et l'étonnement, l'incompréhension et la curiosité, justement dans ce qui n'est pas encore du déjà pensé. D'où alors une machine qui fonctionne sur du déjà pensé, aussi immense soit-il, éventuellement tout l'Internet, sur du prévisible. Pourrait-elle éprouver une telle souffrance? Pourrait-elle être dans l'incompréhension ou la surprise? Qu'est-ce qui ferait passer la machine du calcul, de la gestion de l'ordre des choses, à la pensée, à la fois pensée critique et poétique? Plus inquiétant, qu'est-ce qui se passe lorsque l'on confond justement les deux, lorsque l'on croit que l'une vaut l'autre, lorsque l'on pense que la réponse au sens de la vie est 42? Ou si on affirme que ce n'est pas pareil, tout en continuant à agir comme si ça l'était. La menace n'est pas tant que l'IA pense, mais que l'on dise qu'elle ne pense pas, tout en ne sachant plus ce que penser veut dire. Raconter, mourir. Je vais effectuer ici un petit détour. On connaît tous la célèbre phrase que Platon met dans la bouche de Socrate. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Passons sur l'ironie parfois cinglante de ce propos, passons aussi sur l'évidence d'une telle déclaration, quiconque veut apprendre doit reconnaître qu'il ne sait pas. Ce qui me semble plutôt significatif, ce sont quelques mots de l'apologie de Socrate, et qu'on retrouve dans d'autres textes, notamment dans le Laquès, où Socrate affirme que sa sagesse toute humaine est de reconnaître son ignorance quant à ce qu'il y a après la mort. Son ignorance quant au bien ou au mal que la mort le constitue. Personne ne sait en effet ce qui se passe après la mort, dans la déesse, et pourtant, nous laissons la crainte de la mort dicter nos vies, inconsciemment sans doute, justement. C'est ainsi que Socrate ne cède pas au chantage de ses accusateurs et de ses juges. Cesse de nous emmerder et nous te laisserons vivre. La mort, en effet, est peut-être le plus grand des biens. Nancy Houston, dans un essai, L'espèce fabulatrice, révèle la proximité entre raconter et vivre. Répondant à une question posée lors d'une conférence à la prison de Fleury-Mérogis, elle note « Nous seuls percevons notre existence sur Terre comme une trajectoire dotée d'un sens, signification et direction, c'est-à-dire comme un récit. Nous cherchons, continue-t-elle, à comprendre et comprenant essentiellement par le truchement de récit, c'est-à-dire de fiction. Il ne nous suffit pas à nous d'enregistrer, construire, déduire le sens des événements qui se produisent autour de nous, non. Nous avons besoin que le sens des événements se déploie, et ce qui le fait se déployer, ce n'est pas le langage, c'est le récit. Le besoin de sens, le besoin de penser, de raconter, de faire récit, de légender, dirait Pierre Perrault, émane essentiellement, me semble-t-il, de la souffrance évoquée plus haut,
J'ajouterais qu'il me semble que c'est à cela que tout enseignement nous expose nécessairement. Raconter pour expliquer et s'expliquer, c'est inexplicable de l'existence. L'avant la naissance, l'après la mort. C'est en deçà et au-delà du réel tel qu'il est. Inaccessible et inévitable, dont on ne sait rien. Invisible, infini. Tout cela qui n'existe pas, mais qui est pourtant irrémédiablement là. Borne extrême de cette trajectoire, de cet arc, en quoi constitue notre vie et qu'évoque Houston. Hannah Arendt, réfléchissant à où est-on quand on pense, où est-on quand on pense, excusez-moi, relève que ce où est fondamentalement un quand, un où dans une existence qui se déploie dans le temps, dans une trajectoire qui est certes bornée, mais qui est aussi ouverte sur l'infini, ou plutôt les infinis. Elle se situe dans un présent qui est la rencontre du passé infini et du futur infini, sur un chemin vers l'infini qui en résulte. La pensée, c'est-à-dire nécessairement la pensée dans le corps, la pensée qui se distingue alors de cette intelligence opératoire calculante, cette pensée du fini dans les deux sens du génitif. La pensée créatrice, donc, et non pas construite, comme le voudrait une certaine sociologie à la mode, qui ne peut être fondée que là, dans cette au-dehors de l'existence. Au-dehors, absence, vide, néant, qui pourtant ne cesse de s'incarner obstinément dans un corps présent, hanté par tout cela. Serions-nous l'existence de ce qui n'existe pas? C'est cela, il me semble, que nous pensons, que nous tentons de penser et de raconter. C'est cela qui nous fait penser et qui nous fait créer. Et c'est là aussi que pensée et récit, création, vie, humanité sont analogues, irréductibles l'un à l'autre, mais se renvoyant sans cesse l'un à l'autre. Il me semble que l'expérience que j'évoquais du tableau de Soulages, c'est ce renvoi de l'un à l'autre qui se joue. Ce qui est le contraire de la démarche du calcul, qui vise plutôt à réduire cette réalité si incommensurable à ses propres données, à la calculabilité, à l'ordre des choses. On a utilisé hier le terme de Bechtel ou d'arraisonnement. Notre existence nous excède sans arrêt et nous excède d'emblée. Et cet excès, cette coïncidence entre nous et ce que nous ne sommes pas, est infiniment problématique. C'est cela qui fait question, qui pousse à faire récit, à penser, à créer. Je suis insaisissable dans l'immanente, dit l'épitaphe du peintre Paul Klee. Ce qui excède notre vie, naissance et mort, désir et souffrance, ne saurait faire l'objet d'un calcul, ce dernier ne pouvant porter que sur du déjà existant, fût-il probabiliste. Plus encore, cet excès, dont la connaissance relèverait d'un savoir divin, dirait Socrate, ne saurait être objet de vérité, au sens d'une adéquation parfaite de la connaissance à la chose, sinon dans l'ignorance la plus totale, celle de ceux qui s'ignorent ignorants, sinon dans l'exigence d'une certitude qui devrait cerner cet excès, le réduire, le contenir, auquel cas il n'est plus excès. Oubli et fantasme. J'ai évoqué au début de cette intervention l'idée que l'intelligence artificielle était possiblement révélatrice pour la mise en œuvre d'un fantasme, mais sans nommer de quoi il pouvait être question. La confusion qui règne dans le terme même d'intelligence artificielle et les craintes que ce terme génère, les images que son évocation suscite, rappelons HAL 9000 dans 2001 l'Odyssée de l'espace, ou les angoisses existentielles de l'androïde Roy Batty dans le Blade Runner de Ridley Scott, m'amène à inscrire la question de l'intelligence artificielle dans un cadre plus large, qui est celui de la création d'êtres humains artificiels, c'est-à-dire une reproduction qui ferait l'impasse sur le corps, le désir et la sexualité. Nous transportons tous avec nous le trouble de notre conception. L'humanité ne cesse de résulter d'une scène qui met aux prises deux mammifères, mâles et femelles, dont les organes urogénitaux, à condition que la normalité les gagne, dès l'instant où ils sont devenus difformes, s'emboîtent. C'est Pascal Quignard dans l'extraordinaire avertissement de son essai « Le sexe et l'effroi ». Philippe Breton relève, reprenant les critiques d'Hubert Dreyfus et de Joseph Weizenbaum formulées dans les années 70, que dès l'origine, le projet de l'intelligence artificielle se présente comme une étape importante dans la longue histoire des créatures. Vieux fantasme,
que l'on retrouve dans maintes récits, dans maintes imaginaires, sous toutes sortes de formes, golems, pygmalions, automates et même soldats issus de dents de dragon, avant d'en arriver plus récemment à la science-fiction, livres et cinéma, où se déploient Skynet, Terminator, La Matrice, la Doomsday Machine, les robots d'Asimov, Wall-E, les bébés éprouvettes de Huxley et d'innombrables variations. Descendance pléthorique, multiforme du roman génial de Mary Shelley, Frankenstein, le Prométhée moderne, roman publié, la date me semble saisissante, en 1818. Pas ça à la fin du XIXe siècle, mais au tout début. C'est ici qu'il convient cependant de relever une différence de taille. Ces histoires, justement, sont des histoires. Et c'est ainsi que Philippe Breton traite, à tort ou à raison, les textes fondateurs de la cybernétique et de l'intelligence artificielle de Norbert Wiener, de John von Neumann et de Alan Turing. Autrement dit, ce désir de créer une créature humaine en faisant l'impasse sur l'être humain trouve à s'exprimer dans des productions imaginaires, dans les récits, symboliques, instances médiatrices entre ces aspirations et leur incarnation dans l'ordre des phénomènes. Levé là me semble se trouver le fantasme peut-être le plus fondamental et le plus insaisissable, quoique le plus évident, celui de l'immortalité. Et Florence Lucier-Lejeune nous en parlait ce matin, l'idée d'une véritable immortalité. D'ici 2045, il y a des gens qui pensent pour vrai. Or, une société, appelons-la postmoderne, c'est l'issue en tout cas de l'après-guerre, naissance de la cybernétique, de la bombe atomique et de la génétique contemporaine, plus que des coïncidences peut-être. Cette société ne se contente plus de raconter, elle semble même de plus en plus oublier comment et pourquoi raconter ce que Benjamin avait vu très tôt dans Expérience et pauvreté, récupérant même le storytelling pour en faire un outil de manipulation et de création de phénomènes. Non, ce que cette société veut, c'est rendre réel cela qui relève du fantasme. Certains qui ont les moyens de leur délire, appelons-les les transhumanistes, visent une immortalité réelle, une reproduction artificielle, manipulée, permettant le contrôle de ce qui naît comme un produit, comme de ce qui meurt, s'appropriant ainsi les extrêmes de l'existence et supprimant tout excès qui devient alors un simple phénomène calculable, manipulable, réalisable, rentable. Suppression de l'excès, réduction du réel, réduction au réel phénoménal de toute réalité, instauration d'un ordre des choses et du monde que plus rien ne pourrait venir contester. Monette Vaquin, dans un livre exceptionnel, Frankenstein ou les délires de la raison, à la fois une biographie de Mary Shelley et une réflexion approfondie sur Frankenstein et à partir de là sur une procréation médicalement assistée et leur banalisation, montre bien quelle charge contre les imaginaires se joue dans ces questions. Je cite, « Non seulement chacune de ces découvertes, fécondation in vitro, etc., touchait à notre origine, donc à des zones psychiques particulièrement investies et propres au refoulement, mais elles survinrent dans un déferlement si rapide que celui-ci leur conféra un caractère de fait accompli, voire de passage à l'acte. L'accélération des possibilités techniques donnait aux découvertes l'aspect d'une irruption du fantasme dans la réalité, quelque chose comme l'Anschluss de la biologie. La mise en acte du fantasme est-elle de l'ordre de la science? Ce n'est certainement pas de leur taux de réussite que les procréations artificielles tirent leur succès, c'est de leur prodigieuse charge fantasmatique. Rappelons que ces taux de réussite au début étaient de l'ordre de 4% et que ça montait à 15% avec des techniques de stimulation ovarienne et d'implantation d'embryons multiples. 15%. On pourrait ajouter à la liste les travaux en cours pour la fabrication d'utérus artificiels, l'UA, déjà bien avancés au début du millénaire, et qui, sous prétexte par exemple de sauver des fœtus lors des fausses couches, seront utilisés pour répondre à des désirs d'enfants de toutes sortes, que la procréation naturelle non médicalisée ne permet pas de satisfaire, ce dont personne n'est dupe, dit Henri Acland. Ce dernier évalue la réalisation d'un tel projet d'ici à 2050, et c'est son évaluation la plus lointaine. Allié à des techniques de clonage, laissant entrevoir donc la possibilité d'une reproduction entièrement technologique, hors corps, et désormais à portée d'un marché de la gestation que l'on peut supposer bien rentable. Le prix Nobel, Joshua Lederberg, nous apprend Henri Acland, prédisait en 1996 que la reproduction humaine par clonage attendrait que l'ectogénèse se soit imposée comme technique maîtrisée et socialement acceptée pour en quelque sorte bénéficier de ces retombées.
Là où Mary Shelley met en scène l'horreur de l'abolition du symbolique par la science-technologie, de l'abolition de la dialectique métaphorique entre les mots et les choses, entre les craintes et la réalité, la technoscience contemporaine réalise joyeusement cette abolition. Nous sommes sur le chemin de la création d'humains artificiels, d'humains objets marchandisables. Il faut rappeler que Victor, le vainqueur, Frankenstein, dans le roman, s'enfuit, horrifié lorsque sa créature s'anime. Il faut rappeler que Blade Runner, le roman de Philip Dick et non le film, met en scène un immense désir d'altérité, d'amour et d'empathie dans un monde où règne la solitude, le vide, où le néant menace, bien plus sensible à mon sens que le film est bien plus juste. Cette abolition de l'altérité et cette solitude, c'est aussi ce que met en scène Mary Shelley. La créature tue tout le monde autour de Victor Frankenstein, et la narration commence et l'histoire se termine dans la désolation des déserts glacés de l'Arctique. L'intelligence artificielle enfonce le clou. D'une part, elle se situe dans le prolongement, où elle chemine avec, de la réalisation de ce fantasme. D'autre part, elle ne se contente plus de se poser en concurrence avec le symbolique. Elle le colonise, elle l'occupe. Rappelons-le, l'IA, parce qu'échappons aux aléas du corps, de la finitude et de la souffrance, notamment, qui nous font penser, raconter et créer, qui constituent le problème insoluble de la vie, finalement, naissance, mort, elle est, l'IA, incapable de viser l'invisible, cet au-delà et cet en deçà de l'existence que nous incarnons pourtant, contrainte par le déjà donné de manière absolue, et l'institue en même temps. D'autre part, malgré que nous sachions ce qu'elle n'est pas pensée, elle n'est pas récit, nous nous apprêtons à l'instituer comme narratrice ultime. Elle produit l'image, les récits, elle juge et décide. Ce faisant, cet objet qui ne meurt ni ne naît, qui ne souffre ni ne s'inquiète, ni ne s'émeut ou s'émerveille, qui n'a ni corps, ni sexe, ni désir, en vient à nier tout symbolique tout en prenant sa place. L'intelligence artificielle n'est pas seulement l'abolition de la distance entre le fantasme et la réalité. L'intelligence artificielle est ce qui efface les traces de cette abolition. C'est la technoscience qui prend en charge le récit. Conclusion. La question qui a motivé ce texte était qu'est-ce que ça pouvait avoir d'intéressant une image ou un texte généré par une IA. La réponse, évidemment, est rien. Rien d'intéressant. Sinon, peut-être, la fascination devant notre propre abolition. Je demandais, par ailleurs, ce que nous faisions lorsque nous déléguions des fonctions de pensée et de création à l'intelligence artificielle, même et peut-être surtout sachant qu'elle ne pense ni ne crée. Il me semble ici possible d'indiquer à tout le moins un début de prise de réponse et ça n'aura rien de très encourageant. S'il vous plaît, s'il y a des questions tout à l'heure, demandez-moi pas comment on s'en sort. Aucune idée. Svetlana Alexievitch, au début de la supplication, dans une entrevue de l'auteur par elle-même sur l'histoire manquée, relève que la catastrophe de Tchernobyl, catastrophe technoscientifique donc, a laissé les gens qui l'avaient vécu sans mots, a rendu d'un coup obsolètes les récits de l'humanité. Il s'est produit un événement pour lequel nous n'avons ni système de représentation, ni analogie, ni expérience. Je ne peux pas trouver les mots pour dire ce que j'ai vu et vécu, lui témoigne-t-on. Je n'ai lu rien de tel dans aucun livre, je ne l'ai pas vu au cinéma. Personne ne m'a jamais raconté de choses semblables à celles que j'ai vécues. Et soudain, conclut Alexievitch, il n'y a plus de livres utilisables. L'œuvre d'Alexievitch, malgré les critiques qu'on a pu par ailleurs lui adresser, tente bien ce qu'on a appelé le roman de voix et qui n'est pas sans rappeler les cœurs des tragédies antiques, en tout cas dans la supplication, de fournir des mots à qui a vécu ce qui dépasse désormais les récits existants et disponibles, à nommer l'innommable qui a fait irruption dans le tissu du réel. Elle raconte et ne se contente pas de rapporter. Elle réactive ou tente de réactiver le récit terrassé. Que pourrait bien dire une intelligence artificielle d'un nouveau Tchernobyl? Peut-il y avoir une Svetlana Alexievitch des catastrophes cybernétiques à venir? Quelle intelligence artificielle pourrait raconter cela? Günther Enders affirmait dans « Ici je suis désespéré, que voulez-vous que j'y fasse ?» et en lien avec le décalage prométhéen exposé dans l'obsolescence de l'homme, que pour être à la hauteur de l'emprise, il nous faut mobiliser notre imagination.
Mais pour cela, encore faut-il qu'il reste quelque chose comme de l'imagination à mobiliser, que le magique butin, magiquement conquis à l'inconnu, évoqué par les auteurs de Refus global, soit encore accessible. Encore faut-il que nous refusions de déléguer l'imaginaire, le sensible, la pensée à nos machines. Encore faut-il que nous refusions de laisser nos âmes se faire coloniser par le capital à raisonnement. Il y a là, à mon sens, une responsabilité entière, ce sont les mots de Refus global, que nous devons assumer au premier chef dans l'enseignement. J'ai commencé avec une anecdote, j'aimerais finir avec une anecdote. Quelques années, j'ai donné au Cégep un cours sur l'utopie de Thomas More, avec un arsenal conceptuel, c'est quoi l'utopie, une dystopie, etc. Et on a lu avec mes étudiants l'utopie de Thomas More. Et j'avais très envie de faire une évaluation qui aurait consisté dans la rédaction en petits groupes d'une utopie. Je ne l'ai pas fait à l'époque, et je le regrette bien, parce que je veux me donner ce cours. Et je m'aperçois que je ne peux plus faire ce travail. Je peux leur demander de rédiger une utopie en 3 heures en classe. Puis s'ils le font à l'extérieur, je sais qu'il y en a, ils vont faire quoi? Ben, ils vont demander à ChatGPT de rédiger une utopie. Il y a là une dépossession qui me semble hallucinante.